bonjour à tous. Comment allez-vous cet après-midi? Ça se passe bien? Ouh. Je sens la motivation. Bon, avant de démarrer la conférence, on va se présenter. Moi, je suis Marie-Lucie Enfray, manager chez Magellan Consulting. Et avec Michael Gauthier, nous allons vous parler du Sustainable Cloud et sans bullshit. Sans bullshit, c'était important pour nous parce que lorsqu'on aborde les sujets de l'environnement en fait, dans sa globalité, soit on est rapidement confronté à du greenwashing, ou soit on lit un peu tout et n'importe quoi. Alors c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais Michael et moi, on n'est pas magiciens, donc on ne sait pas vous vendre de la poudre, mettre de la poudre aux yeux. Mais par contre, ce qu'on sait faire, c'est donner des bonnes pratiques concrètes, des exemples aussi concrets, pour justement comment intégrer le numérique responsable dans un projet cloud. Parce qu'on le sait tous, notre monde est en plein bouleversement climatique. C'est un sujet sur toutes les lèvres, qui est repris par la presse, qui ensuite entraîne des discussions de comptoir. Peut-être que vous en discutez avec vos amis, peut-être aussi votre famille. En tout cas, moi, à chaque fois qu'on en parle, ça peut paraître très bizarre, mais ça finit en pleurs et en drama. J'entends certains rire. Alors, c'est plutôt une bonne chose au final, parce que ça montre que c'est un sujet qui nous touche, nous. Michael, moi, vous, personnellement, et quelles que soient en plus nos convictions, qu'on soit en faveur de l'écologie, mais aussi climato-sceptique. Ce sujet, ça fait réagir. Ça touche aussi nos entreprises, nos collectivités, nos États. Bref, on va faire simple et direct, tout le monde. Et surtout qu'il est vital d'agir pour éviter les pénuries des ressources et pour ceux qui ont la référence, éviter un monde comme dans Mad Max. Et c'est pourquoi ces dernières années naissent des initiatives, qu'elles soient réglementaires, industrielles, sociétales, comportementales. L'IT dans tout ça. Alors, elle est au cœur de cette problématique. Et je vais vous dire, après avoir vécu justement sa grande révolution avec le digital, sa prochaine révolution, ce sera celle du numérique responsable. Car oui, et je le dis avec beaucoup de conviction parce que j'y crois, c'est que le secteur se doit de challenger son impact carbone et de surtout tendre à être plus respectueux de l'environnement. Et c'est une question ouverte, on pourra en débattre tout à l'heure, mais avons-nous envie, nous, acteurs de l'IT, que ce soit Michael, moi, vous, ici présents, de projeter cette image de passivité face au changement? Je pense pas. Nous, Michael, si je me trompe pas de toi non plus. Non, pas vraiment. Et en plus, si vous êtes là aujourd'hui à assister à notre conférence, c'est que vous ne le pensez pas non plus, et qu'au contraire, vous êtes là en quête de réponse, de comment je peux passer à l'action. Ça commence comme ça, par une première étape. Très simple, on fait step by step, qui va être déjà de réduire l'empreinte environnementale de ces projets cloud. Moi, j'aurais une question pour vous. Qui connaît le Sustainable Cloud dans la salle? Levez la main, pas la peine de... Moi. Ouais, il y a même des gens. Bon, toi, je sais. Il y a quand même des gens. Il y en a certains là-bas, je suis pas trop sûr. Je les connais un peu. Qu'est-ce que le Sustainable Cloud? Aujourd'hui, le Sustainable Cloud, c'est utiliser le cloud pour vos projets en intégrant la dimension environnementale. Certains cloud providers ont le discours suivant, c'est que si vous utilisez le cloud public aujourd'hui et que vous l'utilisez bien, vous pouvez réduire jusqu'à 88% vos émissions carbone. Maintenant, on le sait tous, on peut faire tout ce qu'on veut avec le cloud, il faut l'utiliser vraiment d'une façon très spécifique. Et en fait, c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer aujourd'hui. Nous allons aborder 3 points aujourd'hui. Le premier, c'est les enjeux du Green IT pour les entreprises. On va vous expliquer les responsabilités que peuvent avoir les cloud providers, mais aussi que peuvent avoir les entreprises au niveau de l'empreinte environnementale. Le deuxième point qu'on va aborder aujourd'hui, ce sont les
5 axes pour nous pour aborder un projet de façon durable dans le cloud. Alors, la méthodologie, on n'a pas inventé la base, c'est la même que pour, je dirais, migrer un projet dans le cloud ou construire un projet dans le cloud, mais nous rajoutons une surcouche durable avec des règles à respecter de façon à réduire au maximum l'empreinte environnementale de vos projets. Et enfin, on vous fera un retour d'expérience que nous avons eu chez certains de nos clients sur les problématiques qu'on a eues et comment nous les avons abordées aujourd'hui. On va commencer avec les enjeux du Green IT pour les entreprises. Lorsqu'on parle RSE, les enjeux liés à la diversité, à l'égalité des chances, au développement durable et l'accessibilité sont plus facilement évoqués que ceux du numérique. La raison, c'est la présentation qu'on s'en refait, parce que c'est immatériel, conceptuel, puisqu'on parle de machines virtuelles, de dématérialisation, de cloud, le fameux nuage. Et c'était pour ça que le numérique était fréquemment exclu des préoccupations RSE. Pourtant, quand on y regarde de plus près, le numérique, ce n'est pas du vent. C'est quand même, on parle de serveurs, de baies de stockage qui sont dans un bâtiment qui s'appelle un data center. Ce que vous voyez derrière sur la slide, ce n'est pas un jeu Lego, et les personnes qui sont dans le data center, ce n'est pas des Playmobil. Donc, les entreprises, notamment les DSI, devraient intégrer donc, cet enjeu du numérique dans leur stratégie RSE, notamment quand on connaît l'impact. Voilà. Aujourd'hui, le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. En France, elle est de 2%, et il est prévu que si aucune action n'est mise en place, cela devrait atteindre 6,7%. Lorsqu'on regarde un peu de plus près la composition des émissions de gaz à effet de serre du numérique, les data centers, eux, représentent 14% en France et 3% de la consommation d'électricité mondiale actuellement. À nouveau, ce chiffre va augmenter jusqu'à atteindre 13% en 2030. Maintenant, on va s'intéresser à un autre phénomène intéressant. Entre 2010 et 2018, le nombre d'utilisateurs sur Internet a été multiplié par 2. Ensuite, la capacité de stockage dans les data centers a été multipliée par 25. Or, c'est là où c'est intéressant, la consommation, énergétique des data centers a augmenté que de 6%. Alors là, vous devez vous dire, ok, mais il n'y a pas de problème au final, tout va bien. Alors non, oui et non, mais surtout non, parce qu'on va parler d'un risque. Et ce risque, il s'appelle l'effet de rebond. Et qu'est-ce que c'est? Vu que les usages numériques vont augmenter, du coup, il va falloir aussi augmenter la demande d'espace de stockage dans les data centers. Et les data centers, eux, ils ont besoin de tourner, de fonctionner. Donc ça veut dire qu'ils vont encore avoir besoin plus d'énergie. Donc c'est-à-dire plus d'électricité, plus d'eau, plus aussi de serveurs physiques à fabriquer. Et donc l'impact et le transfert environnemental, en fait, du transfert et du stockage de la donnée va considérablement, du coup, faire exploser l'empreinte environnementale. Donc c'est pour ça qu'il y a des exigences croissantes de la part des partenaires envers l'entreprise. Peut-être vous avez déjà rencontré ces exigences ou attentes. Mais de toute façon, on va les voir tout de suite. La première exigence, ce sont les investisseurs. Eux, ce qu'ils vont regarder, c'est la trajectoire RSE de l'entreprise. Ils veulent s'assurer, dans les grandes lignes, enfin grosso modo, qu'ils vont investir dans une entreprise engagée. Ensuite, il y a les employés, où derrière, il y a un véritable enjeu de marque employeur,
pour recruter les nouveaux talents, puisqu'ils veulent travailler maintenant pour des entreprises engagées, mais aussi fidéliser ses employés actuels. Ensuite, les consommateurs, nous sommes, c'est d'acheter des produits éco-responsables. Enfin, les derniers, quand on parle d'eux, ça fait un peu grincer des dents. Mais il faut qu'on en parle quand même parce que c'est le plus important. Ce sont les régulateurs qui vont s'assurer que les réglementations sont bien mises en œuvre par les entreprises. Et donc, on va voir les réglementations. Deux choses concernant cette partie-là. D'une part, on n'a pas voulu vous mettre toutes les réglementations. On ne voulait pas vous effrayer. Et deuxième chose, on n'est pas là pour vous faire un cours de droit. Donc c'est pour ça qu'on a pris le parti de se focaliser sur 3 réglementations qui nous semblent essentielles concernant la RSE. La première, c'est la loi Grenelle, notamment avec l'article 75, qui oblige les entreprises de certaines catégories privées, mais aussi les organisations publiques, de faire un bilan GES, donc autrement dit, le bilan carbone. La deuxième réglementation est de la directive européenne d'efficacité énergétique, qui, elle, pareil, oblige, vous verrez que c'est finalement le dénominateur commun de ces 3 réglementations, à réaliser un audit énergétique des activités de l'entreprise, mais en plus de mettre en place un plan d'action pour faire baisser ses émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qui est, on va dire, un nom un peu barbare, le système de management de l'énergie. Enfin, la dernière directive européenne est la Corporate Sustainability Reporting Directive, qui impose aux entreprises de mesurer leur performance environnementale, mais encore d'aller plus loin, comme la directive européenne sur l'efficacité énergétique, de définir des objectifs pour faire baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit que depuis leur date de promulgation, elles ont évolué, elles deviennent de plus en plus contraignantes, et que par ricochet, elles vont mettre une pression supplémentaire sur les fournisseurs de l'entreprise. Nous, dans notre cas, on parle des fournisseurs de cloud. Alors justement, ça, les fournisseurs de cloud l'ont très bien compris, donc ils ont déjà mis en place des engagements, et c'est ça qu'on va voir ensemble. La première action mise en place, ce sont les outils de performance. On les connaît tous. Si je vous cite la calculatrice d'AWS, GCP, OVH, Azure, oui. Qui permettent du coup d'optimiser et surtout de mesurer en fait l'efficacité énergétique du service cloud. Il y a des fonctions complémentaires, comme propose GCP avec la Active Assist, qui permet d'identifier les ressources inutilisées. Ça peut être intéressant quand on sait qu'aujourd'hui, 77% des serveurs sont surdimensionnés par rapport à l'usage réel. Michael reviendra un peu plus tard sur ce point-là. Le deuxième point, ce sont les programmes d'accompagnement. Donc là, on a pris l'exemple de AWS Cloud Adoption Framework, que tout le monde connaît. Alors, si vous comptez bien, il n'y en a que 5, parce que celui qui nous intéresse, c'est le 6e, Sustainability Pillar. Car c'est lui, en fait, qui donne les recommandations sur comment on va pouvoir optimiser les ressources énergétiques de ces services cloud. La troisième action, c'est l'innovation au service de la durabilité. Est-ce que vous savez comment est chauffée la piscine de la butte aux cailles? Soyez pas timide. Oui. Exactement. C'est en expérimentation depuis 2017. La piscine est chauffée avec un data center qui se trouve au sous-sol, donc la chaleur permet de récupérer la chaleur et du coup de la faire chauffer. Il y a d'autres initiatives aussi en parallèle qui ont été mises en place, comme une ferme urbaine à Paris, mais ça montre qu'une alternative, enfin une solution est possible et que c'est la trajectoire à suivre en fait.
un peu trop tôt. Donc, on voit que les fournisseurs de cloud prennent en compte ces enjeux et mettent en place des actions, justement, des engagements pour réduire leur empreinte environnementale. Et d'autant plus que c'est important, puisque Gartner prévoit que d'ici 2025, la dimension durable sera l'un des 3 premiers critères d'achat d'un service cloud pour les DSI. Cependant, on va apporter 2 nuances. La première nuance, les deux concernent les calculatrices. La première, c'est sur la calculatrice en elle-même, où on va dire qu'elle est perfectible. Pourquoi perfectible? Elle est perfectible parce qu'elle prenne en compte que le scope 1 et 2. Alors, on va faire une petite parenthèse et on va revoir les différents scopes. Scope 1, peut-être que vous les connaissez très bien par cœur, ce sont les émissions directement émises par l'entreprise. Les combustibles pour produire un produit, la flotte de voitures, etc. Le scope 2, ce sont les émissions indirectement émises par l'entreprise. Donc ce sont le chauffage, la clim, l'électricité, bref, tout ce qui est lié à la consommation énergétique. Enfin, le scope 3, qui est finalement peut-être le plus complet et le plus intéressant, ce sont les émissions indirectement émises par l'entreprise, mais sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire en amont et en aval. De manière plus concrète, c'est-à-dire l'extraction des matières premières, les transports maritimes, routiers, les voyages d'affaires. Ensuite, ça va être comment je redistribue mes produits dans mes franchises, qu'est-ce que je fais de mes déchets, etc. Et donc, pour revenir aux calculatrices, elles tiennent en compte que du scope 1 et 2. Ce qui est dommage, parce que normalement, ça aurait été aussi intéressant de prendre en compte le scope 3, qui est le plus complet. Toutefois, ça demande plus de développement, plus de travail à développer. La deuxième nuance qu'on apporte, ce sont les résultats, qui sont, on va dire perfectibles. Perfectibles parce que c'est surtout en raison en fait, de l'absence d'une méthode standardisée. La façon dont AWS calcule est différente que celle de GCP, d'Azure, etc. Et je vais vous demander de regarder votre voisin de droite et votre voisin de gauche, vous allez comprendre pourquoi, où je vais en venir. Vous remarquez, vous vous dites que votre métabolisme est différent de votre voisin. Son besoin énergétique n'est pas le même que le vôtre. Votre besoin pour vivre chaque jour ne correspond pas à celui d'un sportif qui va faire les JO en 2024. Et lorsque vous mesurez votre empreinte environnementale de vos services cloud, votre meilleur point de référence, ce n'est pas votre voisin, ce n'est pas votre concurrent, ça sera vous-même. Et surtout de vous voir votre évolution sur le temps. C'est là où vous verrez l'amélioration de votre performance environnementale. Pour conclure cette première partie, on va parler de double responsabilité. La première responsabilité, ce sont celles des fournisseurs de cloud, de poursuivre leurs efforts à faire baisser leur impact de leurs services cloud. La deuxième responsabilité, ce sont celles des entreprises, de lancer, d'insuffler une dynamique au sein de leur département pour passer à l'action, faire du changement. Et on inclut la DSI également dedans. Et ça sera la première étape dont on parlait en introduction, qui est celle, du coup, de réduire l'empreinte environnementale de son projet cloud, mais sans bullshit. Voilà, maintenant que Marie-Lucie a bien planté le décor et vous a expliqué tous les enjeux du Sustainable Cloud, maintenant je vais vous expliquer la méthode que nous pensons la bonne aujourd'hui pour mener vos projets dans le cloud, et principalement dans le cloud public. Voilà. Donc,
Ces 5 axes, ils sont pas très différents des axes normaux d'une migration vers un code public. On va dans un premier temps auditer, ensuite on va faire la migration, puis on va essayer de maîtriser ce qu'on a sur le cloud, et tout en conservant une mesure pour être sûr qu'on ne dérive pas trop. Et enfin, sensibiliser, et ça c'est un peu comme le FinHub, c'est sensibiliser tout le monde pour que on n'explose pas complètement notre utilisation du cloud. Donc cette démarche en 5 axes commence par une audit et une mesure. On va analyser ce que vous avez, que ce soit déjà dans le cloud ou non, et on va regarder un peu tous les usages que vous avez. Si il n'y a pas d'EVM sursizé, si par exemple il n'y a pas des environnements de no prod qui sont exécutés alors que personne ne les utilise, si vous avez des applications à fort pic qui ont été sizées pour justement absorber ces pics. On va analyser tout ce genre de choses. Ensuite, on va mettre des outils en place pour mesurer l'empreinte énergétique et carbone de votre SI, en fait, pour faire simple. Et comme on l'a précisé précédemment, il en existe plein des outils, il y en a fournis par les cloud providers, il y en a qui sont en open source, il y en a d'autres qui sont fournis par des entreprises privées. Mais à partir du moment où on va choisir un outil pour mesurer, on n'est pas là pour se comparer aux voisins, comme l'a dit Marie-Lucie, mais on est là pour comparer notre utilisation sur le temps. Donc à partir du moment où on a choisi un outil, il est très important de toujours utiliser le même pour avoir des points de comparaison. Donc dès qu'on va faire cette première mesure, on aura choisi l'outil qui nous correspondra le mieux en fonction de ce qu'on a envie de mesurer, en fonction de ce qu'il est possible de mesurer aussi, parce que ça aussi c'est un autre enjeu. Et tout le reste du temps, nous utiliserons cette même chose. Ensuite, on va définir, une fois qu'on a mis en place cet outil, qu'on a fait la première mesure, qu'on a analysé, déjà dans l'analyse, on va dire qu'est-ce qu'on migre pas, sur quelle application on va faire un effort si elle est déjà dans le cloud, ou sur lesquelles on ne va pas le faire. Par exemple, une application où on sait qu'elle va être décommissionnée dans 3 à 6 mois, il n'y a aucun intérêt soit de la migrer, soit de faire un effort dessus, parce que de toute façon, elle va s'arrêter toute seule. Ensuite, on définit un plan de migration qui permet à votre SI de continuer de fonctionner ou qui nous permettra de réduire le plus rapidement possible cette empreinte carbone dont on parle depuis tout à l'heure. Ça, c'était le premier axe. Le deuxième axe, c'est la migration. Et par rapport à une migration normale, il y a un peu plus de choses à prendre en compte. Et la première chose à prendre en compte, c'est la zone géographique. Nos cloud providers, aujourd'hui, ils proposent des data centers à peu près partout dans le monde. Par contre, d'un point de vue environnemental, il y en a certains qui sont plus intéressants que d'autres. Je vais vous donner un exemple tout simple. Les data centers, aujourd'hui, ils ont besoin d'être refroidis. D'accord ? On sait tous que la clim, ça consomme énormément. Maintenant, si vous choisissez, parce que c'est super bien, en Grèce, c'est pas très loin pour vous, vous pouvez les mettre là, effectivement. Par contre, je peux vous assurer que nous, autant en vacances, on aime bien y aller parce que c'est super bien, il fait super beau, on revient, on a un excellent bronzage, on peut se la péter devant tous nos collègues qui sont restés bosser. Mais d'un point de vue clim, la Grèce, c'est un peu compliqué. A contrario, en Irlande, par exemple, ils ont vachement besoin de clim, parce que de toute façon, vous allez revenir, vous êtes blanc comme un... Je ne vais pas dire le mot. Parce qu'il pleut tout le temps, en fait. Bon, par contre, effectivement, ils ont la bonne bière, mais le problème de la bière, c'est que ça fait grossir. Donc, on essaie de réduire, là. Donc, grossir, c'est pas terrible. Mais voilà. Aujourd'hui, d'un point de vue environnemental, il vaut mieux mettre ces données en Irlande, d'un point de vue clim parlant, je parle pour l'instant que d'un point de vue refroidissement, qu'en Grèce, parce que les clim en Irlande, pardon, ils n'ont pas besoin d'allumer leur clim toute l'année, alors qu'en Grèce, oui. Après, il faut prendre aussi en compte l'énergie avec laquelle est alimenté le data center. Aujourd'hui, on le sait tous les pays ont des politiques à peu près différentes au niveau de l'électricité, et certains serveurs sont alimentés avec plus d'énergie renouvelable que l'autre. Par exemple, sur cette carte, vous pouvez voir l'intensité carbone de l'électricité consommée par pays. Vous voyez, en France, finalement, on n'est pas trop mal. Mais par contre,
Quand plus ça va par là, pire c'est en fait. Donc voilà, ça vous donne une idée de où c'est intéressant d'un point de vue énergie renouvelable par rapport aux autres. Le point suivant, c'est optimiser vos ressources. Donc le premier principe, c'est le même principe que le FinOps, si vous voulez, c'est le right sizing. Le right sizing, c'est on ne met pas des VM trop grandes et avec des ressources inutilisées. On essaie de tailler ces VM pour l'utilisation de vos applis. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est, lorsque c'est possible, lorsque vos applications l'acceptent, c'est le scaling horizontal. Qu'est-ce que c'est que ce gros mot? Ce gros mot, c'est tout simplement de se dire, on prend la taille de minimum d'instances, en parlant en langage cloud, pour faire fonctionner notre application d'un point de vue nominal. Et quand on a des pics d'activité, eh bien, on va en mettre une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Les cloud providers aujourd'hui permettent de faire ça en automatique très très bien. Et une fois que le pic de charge est passé, ben, on revient à la taille nominale. Le troisième point, c'est comme je l'ai évoqué, alors on a des environnements de prod, effectivement, on est obligé de les laisser allumer en permanence, enfin dans la plupart des cas, mais aussi pour développer nos applis, on a tous au minimum une dev, et puis il y a des fois, on a une qualif, une pré-prod, une intégration, et j'en passe et des meilleurs. J'ai eu des clients aujourd'hui où ils sont montés jusqu'à 6 environnements par application. Ces environnements, en fait, ils n'ont peut-être pas besoin d'être allumés en permanence. Donc ce qu'on peut mettre en place, c'est du start-stop automatique. Ça, c'est pareil, les cloud providers permettent de le faire assez facilement. Et pour moi, un environnement dev, quand les devs sont en week-end ou en train de geeker ou de faire autre chose le soir, je ne vois pas l'intérêt de laisser les environnements allumés. Et le point suivant, c'est que pour les applications qui seront compatibles, c'est faire du function as a service ou du container as a service. Derrière, ça s'appuie sur des ressources qui sont mutualisées par les cloud providers. Je pense très sincèrement qu'ils savent le faire vachement mieux que nous à leur niveau et qu'en plus, c'est leur gagne-pain et que je pense qu'ils évitent de gaspiller des ressources. Voilà. Enfin, à prendre en compte dans la migration, c'est tout ce qui est stockage de données. Il ne faut envoyer vers le cloud public que le minimum de données vitales à vos applications. Je vais vous donner un exemple. J'étais chez un client qui travaille dans la finance, surtout principalement sur la bourse, et ils ont décidé de migrer vers AWS. Ils avaient 30 ans d'historique de mouvements boursiers qu'ils voulaient faire passer sur AWS. Je vous laisse imaginer la taille que ça donne. Je n'ai pas le droit de donner les chiffres, mais je vous laisse imaginer, on parle de milliards de mouvements boursiers. Déjà, le premier truc, c'est que quand on est arrivé et qu'on a fait l'estimation de coût que ça allait leur donner, qu'on a présenté la facture, ils ont fait « Ouh là, ça va être compliqué ». Ils ne savaient pas penser à ça, déjà. Le deuxième truc, c'est que on leur a dit « Est-ce que vous avez vraiment besoin des 30 ans ?» Au niveau de l'IT, les 30 ans, eux, ça ne leur apportait pas grand-chose. Par contre, quand on est arrivé au niveau des métiers, on a fait « Ah si, on a besoin des 30 ans parce que n'importe quand, la régulation du monde boursier peut nous dire on veut les données de telle personne depuis le début. » Et là, on a fait « Ok, bon, ça va être un peu compliqué votre histoire là, parce que 30 ans de mouvement sur le cloud, waouh !» Et en fait, à force de réunions, de batailles, on leur disant non, mais je pense que vous n'avez pas besoin de ces 30 ans, vous n'avez pas besoin de ces 30 ans, on a fini par tomber sur un métier qui a fini par vraiment cracher la vérité. Il a fallu lui faire cracher parce que c'était vraiment très compliqué. Non, en fait, légalement, on a 10 ans. Après, c'est pas nécessaire. Donc, une fois qu'on a vu cette info-là, on a encore bataillé, et finalement, on leur a mis effectivement que 10 ans. Et en fait, en creusant encore un peu plus, on leur a dit est-ce que vous avez requêté vraiment ces 10 ans? Et là, ils nous ont répondu non. En fait, dans les faits, maintenant qu'on a commencé à vous dire qu'on n'en avait pas besoin, on va aller jusqu'au bout, quoi. Et finalement, ils avaient besoin d'un an. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué avec les classes de stockage des cloud providers. Ces classes de stockage, à AWS, ces fichiers étaient hébergés sur S3. On a mis en accès immédiat tout ce qui était N-1. En accès moins immédiat sur la classe intermédiaire,
on a mis de 1 an à 10 ans. Et tout ce qui était après 10 ans, parce qu'on n'a jamais réussi à leur faire supprimer, hein, quoi qu'il arrive, on les a mis dans Glacier, donc en stockage froid. Voilà pour les points à respecter lors d'une migration. Un autre axe aujourd'hui qui, une fois qu'on a déjà fait la première étape, qu'on a déjà bien amélioré les choses et que notre empreinte carbone a diminué, ça va être de maîtriser cette empreinte pour qu'elle continue soit à diminuer, mais dans tous les cas qu'elle n'augmente pas. Pour cela, comme j'ai dit à la première étape, à l'audit, il faut continuer à mesurer, toujours, encore et encore, pour pouvoir voir où on en est à l'instant T. Cette mesure, elle doit forcément être faite avec l'outil que vous avez choisi au départ, de façon à avoir un vrai point de comparaison. Comme on a dit, aujourd'hui, la façon de mesurer n'est pas normalisée. Si on en utilise une autre, on ne pourra plus comparer avec le premier point. On ne compare pas des choux et des carottes. Enfin, aujourd'hui, on en est là, entre les différents outils de mesure. La deuxième chose pour maîtriser cette empreinte carbone, c'est qu'on va commencer à regarder comment on peut transformer nos applications. Quel sera le coût, aujourd'hui, de prendre une application qu'on n'a pas été capable, lors de la migration, de mettre en fonctionnel as a service ou en container as a service, et à quel point c'est possible de le faire ou non. Et dans le cas où c'est possible de le faire, eh bien, c'est faire ces changements pour le plus rapidement la mettre soit dans des containers, soit dans des fonctionnel as a service type lambda. Ensuite, dans la transformation, on peut aussi voir, et moi je l'ai fait chez un de mes clients, je vous expliquerai après parce que ça fait partie des règles qu'on a fait, c'est qu'on a une application où c'est un énorme monolithe, ça tourne sur des VM qui sont allumés en permanence. Comment on peut faire pour intégrer de l'autoscaling dans cette application? On sait très bien qu'elle n'est pas capable d'être mise sous container pour certaines contraintes, on sait très bien qu'elle n'est pas possible de mettre en fonctionnel service pour d'autres contraintes, mais comment on fait aujourd'hui pour arriver à faire en sorte que à l'instant T, elle ne consomme que le minimum de ressources. Ça passe par de l'autoscaling, mais comment on le met en place? Ensuite, c'est mettre en place des politiques d'historisation. Désolé, il est aussi tard pour moi, je commence à peiner aussi. Au niveau des données, aujourd'hui, on peut mettre en place des règles sur pas mal de services qui disent que je garde cette donnée en accès immédiat qui consomme le plus d'énergie aujourd'hui pendant par exemple 30 jours. Ensuite, je sais qu'elle va être moins accédée, donc je le mets en accès intermédiaire où je peux continuer à y accéder directement, mais il y a un petit peu plus de latence. Pour finalement dire à la fin, je la stocke dans Glacier parce que légalement, je suis obligé de la conserver tant de temps. Et ensuite dire, au bout de, je sais pas, 6 mois, je sais que j'ai plus de contraintes pour la garder, qu'elle ne sera plus jamais accédée, et de la supprimer directement. Et enfin, le dernier point, je sais qu'il y a déjà eu des conférences sur ce sujet dans la journée, c'est intégrer les conceptions dans vos applications. C'est prendre vos applications existantes et dire, voilà, aujourd'hui elles sont faites comme ça, comment je fais pour les améliorer d'un point de vue éco-responsable? Par exemple, si j'ai des images 4K, enfin des images et des vidéos 4K, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je suis là pour faire de la retouche photo ou de la retouche vidéo? Je pense pas. Pour beaucoup d'applications, en tout cas dans le monde privé, hormis si on s'appelle Netflix, par exemple, on n'a pas vraiment besoin. C'est reprendre mon code et me dire comment je fais pour enlever, comme on voit beaucoup, les boucles dans les boucles, dans les boucles, dans les boucles, pour accéder aux données. Est-ce que j'ai pas une méthode plus simple aujourd'hui d'accéder à mes données quand je cherche quelque chose? C'est tous ces principes-là. Et en plus de ça, c'est pour toute nouvelle application que vous allez développer en interne, il faut prendre, dès le moment où on fait le recueil de besoins de ces applications, cette façon de développer une application en éco-conception. Aujourd'hui, on voit beaucoup trop d'applications qui ont plein de fonctionnalités, parce que des gens, quand ils l'ont conçu, ils ont eu plein d'idées, ils se sont dit on va intégrer ça, 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 et au final, il n'y a même pas la moitié des fonctionnalités qui sont utilisées. Il faut savoir que ces fonctionnalités, pour les maintenir en ligne, ça a un coût, c'est comme le reste. Ça consomme plus de mémoire, ça consomme plus de processeurs, parce qu'il y a des trucs derrière qui font que, par exemple, on a des clones qui vont tourner derrière, qui vont consommer, alors que finalement, ça sert à rien. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui pour, selon nous, pour maîtriser la consommation de vos applications, notamment dans le cloud, parce que je dirais que pour la plupart de ces choses, c'est valable tout le temps.
Nous allons ensuite passer au quatrième axe qui est, encore une fois, mesurer. Mesurer est un axe important. Alors tous ces axes, ce n'est pas les uns derrière les autres, en fait, c'est les différents axes qu'il faut garder en permanence pour arriver à faire fonctionner vos applications et maîtriser votre empreinte environnementale. Alors la mesure est un travail continu, on ne va pas se leurrer. Si vous arrivez à un point, vous faites la migration, vous faites OK, c'est super bien, j'ai vachement réduit. Ensuite, j'ai fait mon étape de maîtrise. J'ai réduit tout ce que je pouvais réduire, là je suis ultra bien. Imaginez demain ce qui se passe, on vous fournit une application, parce que vous travaillez avec un partenaire, vous avez demandé à un partenaire de développer cette application, et vous l'intégrez dans votre landing zone, parce que c'est une application dont vous avez besoin, et que vous arrêtez de maîtriser. Cette application, elle n'a pas du tout respecté les principes d'éco-conception, en plus, quand ils ont fait l'infra as code, ils ont mis des VM qui étaient 3 fois sursizés et compagnie, et du coup, vous allez complètement exploser votre empreinte carbone à ce moment-là. Mais si vous ne mesurez pas en continu, vous n'allez pas vous en rendre compte, et tous les efforts que vous avez fait avant, vous allez les perdre. Alors que si vous mesurez en permanence, en fait, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Alors, soit vous réglez le problème vous-même, parce que vous avez la main sur le code de l'application, sur l'infra as code qui a été mis en place, etc. Soit vous allez taper un grand coup sur le partenaire qui a développé l'appli et dire écoute, nous, on a fait plein d'efforts pour réduire nos empreintes carbone, toi, ton projet, là, il ne respecte pas du tout nos prérequis, donc vous allez faire en sorte que ça respecte nos prérequis à nous. C'est pour ça que cette étape mesurée est très importante, ça permet de réagir très rapidement, et c'est très important. Il y a beaucoup de principes sur cette mesure, en fait, au final, je pense que la plupart des gens qui sont déjà sur le code public le font, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au FinOps. Il y a beaucoup de principes du FinOps qui rentrent en compte. Alors, c'est pas le cas de tout, notamment les réservations d'instances, etc., ne rentrent pas du tout dans les principes, mais le GreenOps, FinOps, finalement, sont très proches l'un de l'autre sur beaucoup de sujets. Et c'est pour ça que, sans le savoir, aujourd'hui, vous en faites déjà une partie. Il y a juste quelques étapes en plus à ajouter et quelques outils en plus. Le dernier point et le dernier axe aujourd'hui dont nous allons parler pour réussir cette utilisation sustainable du cloud, c'est la sensibilisation. En fait, la sensibilisation, c'est sensibiliser tout le monde. Alors, effectivement, tout le monde va penser sensibiliser les développeurs pour les principes d'éco-conception, c'est sensibiliser les équipes d'architectes, les équipes d'infrastructure, c'est sensibiliser la DSI, mais pas que, en fait. C'est aussi les DAF, c'est aussi le métier, et principalement le métier. Il faut arriver à faire comprendre au métier qu'il y a plein de fonctions dont il n'a pas besoin dans ses applications. Nous avons donc fini avec ces 5 axes, nous allons passer au retour d'expérience, et je laisse la main à Marie et Lucie pour le retour NGIT. Oui, je sais. Donc pour ce premier retour d'expérience, c'est avec un de nos clients, donc NGIT. C'est un projet nommé Highway to Green qui vise à s'aligner avec la stratégie groupe Engie d'être net zéro carbone d'ici 2045. Le projet a été fait en 2 phases. Une première phase où il a été mesuré et optimisé l'efficacité des data centers. Et la deuxième phase a été d'introduire une démarche de numérique responsable au sein des équipes NGIT. Je vous propose de visionner le Rex en vidéo. On va le mettre comme ça. Non. Un petit instant, s'il vous plaît. Non, Je suis Nicolas Joffin, j'interviens chez NGIT depuis 8 ans en tant que responsable des opérations cloud. Et un de nos enjeux principaux chez NGIT, c'est de contribuer à l'objectif commun du groupe qui est le net zéro carbone d'ici 2045. 2019, on a fait la rencontre d'un expert Green IT du cabinet Magellan Consulting et c'est la naissance d'un projet de décarbonisation de nos systèmes d'information
pour le groupe. Je m'appelle Angèle Latil-Flamme, je suis consultante IT Zéro Carbone pour Magellan Consulting. J'ai rejoint Nicolas en 2020 pour l'aider à mesurer l'empreinte environnementale du numérique et proposer des pistes d'action pour améliorer la performance environnementale d'NJIT et sensibiliser toute l'organisation pour avoir une vraie culture du numérique responsable. La première action que nous avons mise en place dans ce projet, c'était mesurer. Donc la mesure de la performance environnementale de nos systèmes informatiques, et notamment grâce à l'outil Green IT Booster, un outil propre à NJIT, de pouvoir mesurer la performance de certains programmes conséquents pour NJIT, notamment la rationalisation des data centers. L'objectif, c'était de passer de 11 data centers à 4 data centers. Et donc la performance de ce projet a pu être mesurée grâce à cet outil, ce qui nous a permis d'économiser 1400 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent en gel de 3000 billets d'avion Paris-New York. Une fois qu'on a réalisé la mesure de la performance environnementale, il faut qu'on trouve les pistes d'action pour l'améliorer. Donc on a vraiment aidé NJIT à trouver les meilleures pistes adaptées à leur contexte, notamment en matière de rationalisation de data centers, en matière de gestion des déchets, en matière de politique d'achat, de formation. J'ai constitué des groupes de travail participatifs avec vraiment les collaborateurs qui étaient intéressés par le Green IT chez Cloud Infra. Et on a créé un guide de bonnes pratiques Green IT sur le cloud qui est vraiment adapté au contexte NJIT. C'était pour nous obligatoire d'avoir l'adhésion de tous nos collaborateurs pour pouvoir améliorer cette performance environnementale. Chose qu'on a fait depuis 3 ans pour les amener à prendre en compte ces enjeux dans tous les projets techniques qui sont menés au sein d'NJIT. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'équivalent de la flotte mondiale de camions. Et c'est une des seules industries qui vraiment augmente de manière exponentielle sa pollution. C'est très important que les acteurs du secteur puissent partager leurs bonnes pratiques pour atteindre un numérique responsable. Après 2 ans de collaboration, un des résultats, c'est la mise à disposition d'un outil de mesure de l'empreinte environnementale numérique. On a aussi implémenté de très nombreuses actions qui ont permis de diviser par 5 l'empreinte environnementale de nos data centers. Entre 2016 et 2021. Ouais, très fier de ces résultats de NJIT et puis également de la collaboration avec cabinet Magellan Consulting et Angèle sur ce projet très important pour nous. La suite, c'est de continuer la démarche, même de l'accélérer pour atteindre notre objectif net zéro carbone d'ici 2045. Et puis c'est surtout qu'au sein de NJIT, le critère environnemental soit plus pondérant dans la création de nos projets ou dans le choix des évolutions d'infrastructures. Et ça va passer notamment par la formation d'une partie des collaborateurs pour que vraiment le critère environnemental soit un critère permanent dans les projets, toujours à l'esprit des collaborateurs et pour que ce soit pris en compte vraiment dans les projets de bout en bout. Il a du mal. C'était par où? C'était par là. Je serais pas là. Merci de patienter quelques instants. C'est bon. Alors, dans les choses à retenir, finalement, la numérique responsable, c'est l'affaire de toute l'entreprise. Il faut vraiment que tout le monde soit sensibilisé et que tout le monde prenne part à ce changement. La démarche pour améliorer cet empreinte environnementale passe par l'usage du cloud. Un cloud public consommera toujours moins qu'un cloud privé qui vous est dédié. Et le dernier point, c'est utiliser la technologie au service de l'écologie. Alors je sais qu'en ce moment ça fait débat, notamment avec l'IA, mais pourquoi pas, vu qu'on est tellement obnubilé par utiliser l'IA aujourd'hui, utiliser l'IA à des fins green et qu'elle permette de donner des conseils à tous ceux qui en ont besoin. Du coup, vous disposez maintenant de tous les outils, même des leviers sur lesquels jouer, pour justement réduire l'empreinte environnementale de vos services cloud. Et on terminera sur cette phrase, et ça fait un peu la boucle est bouclée par rapport à la première conférence de ce matin, c'est que si on commence du coup
par planter cette petite graine. Vous voyez cette petite étape qu'on vient de vous présenter, bah, c'est celle qui annoncera un grand changement dans le futur. Sachez que si vous avez des questions, on est à disposition pour y répondre au stand I4. Vous avez également un quiz qui vous attend pour tester vos connaissances Green IT. Sachez qu'à toutes fins utiles, il y a un bon d'achat de 250 € chez Decathlon à gagner. Le résultat est à 18 h, donc presque dans 1 heure. Et en tout cas, Mickaël et moi, on vous remercie de votre écoute. Et au stand, on se retrouve au stand. Merci. Merci à tous.